Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 16 août 2022. Hélas non, le bouchon des 25 000 $, 25 200 $, n'a pas sauté sur le cours du Bitcoin. Le bouchon de champagne, pour prendre une métaphore, n'a pas sauté. Et pourtant, les alts, elles, ont atteint de beaux objectifs de cours technique. Ethereum, par exemple, Ethereum Euro, de 1000 à 2000 euros. La dominance d'Ethereum représente la moitié de celle du Bitcoin maintenant. Les indices boursiers revenus sous résistance après un rallye haussier estival porté par des espoirs que l'inflation ait atteint son pic. Voilà tous les éléments dont j'ai envie de vous parler. Bien sûr, ce n'est qu'une ébauche. J'espère que vous allez bien. Je vais faire l'analyse technique comme chaque mardi. Bitcoin, ETH, BNB et puis AVAX cette semaine. Mais si vous voulez, le risque, il est là. Alors, oui, me direz-vous. Belle reprise des actifs risqués. Une capitalisation boursière totale crypto qui a bien rebondi. Rappelez-vous d'ailleurs le signal technique que donnait fin juin l'analyse technique appliquée à la capitalisation boursière totale crypto. Je vais vous remontrer ça. Mais il reste malheureusement des éléments de frein à tout cela. Tout d'abord, la confiance globale, comme ce fut le cas en 2021, n'est pas revenue, même au dernier trimestre 2020, n'est pas revenue sur le marché crypto. Soyons réalistes. Même s'il y a une action des prix globalement favorable depuis le début de l'été, en termes d'engagement et de volume, ne nous mettons pas des œillères, mais ouvrons les yeux. L'engagement n'est pas là. Alors pourtant, de nombreuses alts produisent des signaux convaincants. Mais les objectifs techniques moyen terme, les premiers en tout cas, sont atteints. En fait, si vous voulez, pour parler clairement, l'inflation a peut-être atteint son pic. Je vais vous montrer quelques données sur ce sujet. Les banques centrales ont commencé à relever leur taux d'intérêt, le marché s'y habitue. Pour le moment, il n'y a pas d'impact macroéconomique négatif de la remontée des taux d'intérêt sur l'économie, même si les États-Unis sont en récession technique, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, le taux de chômage, lui, reste au plus bas. Mais cependant, concernant le marché crypto, il n'y a pas de retour sans limite de la confiance. Et moi, qui pratique l'analyse technique, je regarde avant tout l'existence ou non d'une session de rupture haussière. Et j'estime qu'elle n'a pas encore eu lieu. Et je vous confirme qu'il s'agit du seuil des 25 000 $. D'ailleurs, depuis quelques séances, le marché a fait des touchettes à 25 000 $ et puis a rejeté. Si prochainement intervient cette session de rupture, c'est-à-dire une session qui verrait un gros chandelier japonais qui clôture à 27 000 avec un énorme volume, on y est, c'est bon. On file à 30-33 minimum. Et probablement le réengagement du bull run qui sera construit par étapes, mais on repart tout en haut. Mais cette séance n'a pas eu lieu. La rentrée approche. Il faut confirmer le pic d'inflation. Le sera-t-il? Vous comprenez les risques de se maintenir sous 25 000 avec le temps qui passe? Désormais, le temps joue contre le scénario haussier. Il faut confirmer, il faut transformer ce qu'a fait Ethereum, ce qu'ont fait les alts, il faut le confirmer par un signal haussier moyen terme sur le cours du Bitcoin qui n'a pas eu lieu. Tenir un support, c'est bien, c'est ce que le marché fait. Valider un renversement haussier, c'est bien mieux, c'est ce que le marché n'a pas fait. Allez, c'est parti. Quelques illustrations. J'espère que je ne vous ai pas perdu ou donné envie de partir après cette brève introduction. Alors c'est parti, j'ai tout un plan, tout est écrit ici, de choses que j'ai envie de vous montrer. Alors, lorsque je parle d'inflation stabilisée,
Vous avez forcément suivi, si vous suivez l'actualité boursière et global macro, la publication des chiffres de l'inflation la semaine dernière aux États-Unis. Vous avez ici l'histogramme mois par mois. Vous lisez bien 0. Oui, en rythme mensuel. Et j'insiste, car j'ai lu et entendu tout et n'importe quoi. Oui, les États-Unis ont bien eu une inflation 0 en juillet, mais en rythme mensuel d'un mois à l'autre, en rythme annuel de juillet 2022 vis-à-vis de juillet 2021, c'est bien 8,5. Bon. Donc 0. En cela, en termes de confiance, c'est pas mal, sachant que le consensus envisageait bien plus. Mais, en analyse macroéconomique, je ne suis pas un économiste spécialisé en économie américaine. Je ne suis pas non plus un économiste tout court. Mais ce que je sais, c'est que pour confirmer une nouvelle dynamique d'un agrégat économique, il faut au moins 2 séquences, 2 mesures d'affilée. Et donc, en gros, les chiffres d'août seront majeurs. C'est pour ça, attention, il faut que les données macro d'août confirment l'espoir de juillet, sinon la rentrée sera cataclysmique. Échec à 25, direction 10. Mais si c'est confirmé, dépassement des 25, direction 33. Vous comprenez à quel point nous sommes à la croisée des chemins techniques. Mais si nous sommes à la croisée des chemins techniques, c'est que nous sommes à la croisée des chemins techniques, des chemins fondamentaux. Je m'en mêle les pinceaux. Allez, bon, j'arrête mes bêtises. On repart. Oui, il faut être détendu lorsque nous sommes au milieu du mois d'août. Nous ne sommes pas encore dans l'ambiance rentrée. Permettez-moi de faire cette vidéo de manière relaxée. Alors, revenons à nos moutons. Les actifs risqués, vous savez que j'ai pris d'habitude avec vous ici, chaque mardi, de les représenter en utilisant l'indice S&P 500. Plus particulièrement le mini contrat futur S&P 500, qui est le contrat futur le plus tradé par les traders institutionnels aux États-Unis. Objectif atteint, quasi atteint. D'ailleurs, moi, je visais que 4002. On a fait mieux que mon objectif. Attention à ce trend chartiste descendant. Attention en données journalières à la moyenne mobile à 200 jours, qui est toute proche. On va peut-être faire 4003, 4350. Dans le passé, ça a toujours été ça. On dépassait même 50, on va à MM200. On dépassait même 50, on va à MM200. On dépasse MM50, on va à MM200. Parfois, on échoue, parfois, on dépasse. Parfois, on stabilise d'abord. Le rapport entre MM50 et MM200, c'est le rapport des Golden Cross et des Death Cross. Bon, on a dépassé MM50, on a quasi rejoint MM200. Ici, je pense qu'on marquera un stop. Ici, je pense que le marché marquera un stop. À mon humble avis, encore une fois. Vous connaissez le marché, il suffit que je pense ça, qu'il fasse le contraire. Bon. La reprise des actifs risqués se fait dans un contexte de hausse des taux. Ça, c'est quand même une bonne résilience. Maintenant, cette hausse de taux a intérêt à atteindre son objectif, c'est-à-dire tuer l'inflation. Pour l'instant, elle l'a stabilisée, elle ne l'a pas tuée du tout. Je vous rappelle que le taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis, la Fed, la Réserve fédérale, est à 2,5 et que selon la bourse de Chicago, à la prochaine réunion le 21 septembre prochain, ça passe à 3. Et puis, en novembre, à 3,5. Et ensuite, stabilisation à 3,75 avant des baisses mi-année prochaine. On n'en est pas là. Le risque de récession est-il écarté? Je reste prudent. Vous avez sous les yeux la comparaison entre les taux courts, le 2 ans américain en vert, les taux longs, le 30 ans américain et le 10 ans américain. Et là, le spread, la différence entre le 10 et le 2. Si la différence est négative, moins 0,40, c'est que le 2 ans est supérieur de 0,40 points de pourcentage au 10 ans, ce qu'on constate. Le problème, c'est que des conditions de financement qui se resserrent à court terme et des taux d'intérêt à long terme qui ne montent plus, les taux d'intérêt à long terme, c'est les perspectives de croissance économique. Vous comprenez le principe? Donc, on resserre les conditions monétaires, les conditions de crédit court terme, mais on n'anticipe pas une folle croissance. Ça, c'est la récession. Assurée. Et pour l'instant, le marché du crédit ne nous dit pas que nous éviterons la récession. Un des freins à court terme, un des freins fondamentaux, un des obstacles au dépassement des 25 000 $ sur le cours du Bitcoin, c'est la poursuite de la tendance haussière du dollar américain, qui est ici représenté par le DXY, c'est-à-dire c'est le code mnémonique
du dollar américain face à un panier de devises. Bon, il a repris sa tendance, il a même donné un faux signal baissier, attention à cela. Ça, c'est vraiment un frein pour la dynamique du dollar américain. Dans les éléments positifs, cross asset, notez le prix du pétrole, qui lui confirme sa dynamique corrective de l'été. Là, c'est presque un miracle. Le scénario d'une envolée du prix du pétrole a été évité pour l'été. Et nous sommes même en train de retomber vers les niveaux de novembre dernier. Si le pétrole retombe à 80 $ en novembre prochain, on compare novembre 2022 à novembre 2021, inflation zéro. Donc, vous voyez, ça c'est un autre sujet, mais l'inflation, tout dépend de la base de départ. Lorsqu'on calcule le taux d'inflation de novembre prochain, on va comparer à novembre 2021. Donc comprenez bien que si le pétrole continue sa tendance baissière, il y aura une inflation zéro. Et ça c'est effectivement positif pour la reprise des actifs risqués. Et c'est, en termes de crédibilité pour les banques centrales, c'est tout à fait rassurant. Alors ma petite fiche, où est-ce qu'elle est ? Je reprends ma fiche parce que j'avais noté tellement de choses à vous montrer qu'à chaque fois j'en laisse la moitié de côté. Bon, alors, je tiens à vous remontrer ce graphique que je vous avais présenté fin juin. La capitalisation boursière totale crypto. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans un des Cryptos Technical Briefing, j'avais insisté sur le signal haussier fin juin que donnait le RSI hebdomadaire. On peut lui tirer son chapeau à ce bon vieux RSI. Il a produit son effet escompté. Bon, très bien. Maintenant, la capitalisation boursière totale crypto est en train d'échouer sous l'ancien plus bas de l'été dernier. Ça, c'est l'obstacle actuel. D'ailleurs, attention aux données journalières. Sur la capitalisation boursière totale crypto appliquée aux bougies japonaises en données journalières, je relève la possibilité d'une structure en biseau ascendant qui est une structure d'essoufflement de la hausse. Attention. En fait, la seule façon d'invalider cette structure d'essoufflement de la hausse, c'est de voir le cours du Bitcoin dépasser les 25 000 $. De toute façon, là vous allez me dire, je fais une vidéo de 20 minutes pour finalement, il n'a qu'une seule idée. Oui, mais c'est ça. Mais ça reste le fait manquant, car toutes les autres classes d'actifs ont fait leur job, je suis désolé. Les matières premières ont reculé, ça a fait le job. Les indices boursiers ont rebondi, ça a fait le job. Le Nasdaq a rebondi, ça a fait le job. Les taux d'intérêt ont été divisés par 2, les taux d'intérêt nominaux. Prenez celui de l'Allemagne à 10 ans, ça a fait le job. Les altes, elles ont fait le job. Le Bitcoin est parti en vacances, il est à la plage et il attend. À trop attendre, il risque de se prendre une vague dans la figure. Donc, c'est ça pour moi qui manque. Alors, le scénario idéal, vous avez sous les yeux la comparaison de la dominance du Bitcoin avec la dominance d'Ethereum. Ça, c'est... vous vous rappelez ici la chute de la dominance du Bitcoin en 2021. C'était le triomphe des alts. C'est le paroxysme de la confiance institutionnelle vis-à-vis du marché crypto. Nous sommes désormais dans une phase de trading range à proximité des plus bas historiques de la dominance du Bitcoin. Le scénario idéal serait de sortir par le bas de cette phase de range et serait de voir la dominance d'Ethereum dépasser ses records historiques. Bon, ça, je surveille ça comme vraiment l'indicateur ultime. Un scénario négatif serait un rebond de la dominance dans le bas du range, ce qui signifiera en fait un retour de l'aversion au risque vis-à-vis du marché crypto. Le cours du Bitcoin bloque au contact de ce que j'appelle le bouchon de champagne. Le bouchon de champagne des 25 200 $. Le point bas de la session du 11 mai, qui était la session ultime de liquidation baissière, c'est cette mèche basse, ça bloque, et j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, ça correspond pile poil à la partie haute du nuage, en données journalières. J'ai ici les bougies japonaises en données 4 heures du Bitcoin All-Time History Index, auquel j'ai appliqué le Multi-Time Frame Ishimoku. Eh bien, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez le nuage journalier appliqué aux bougies japonaises en données 4 heures. Vous constatez comme moi que depuis 5 séances, on ne dépasse pas, on rejette. Le bouchon de champagne, il est là. Alors là, on peut imaginer que quelqu'un a essayé un peu de le faire bouger, de mettre un peu le doigt dessus, d'enlever la petite capsule protectrice. Mais il n'y a pas eu d'appel d'énergie, d'appel d'air. On l'a frôlé. S'il saute, ce bouchon de champagne, c'est minimum 29 000. En fait, c'est cet intervalle-là, cet ancien range, 29 000, 33 000. Ce qu'on fait, en termes d'équivalent, Ethereum et les alts, ils sont déjà. Rejeter en dessous, c'est prendre le risque de valider une configuration de continuation baissière.
comme ce fut le cas ici. Voyez pourquoi je ne serai pas rassuré tant que ce bouchon n'aura pas sauté. Ethereum a produit de la belle surperformance. Vous avez ici l'analyse technique du ratio ETH-BTC, rebond dans le bas du range. Attention, on atteint le haut du range. Lorsque j'applique l'Ishimoku au ratio ETH-BTC, eh bien, c'est plutôt positif. On est sorti par le haut du nuage et la lagging span a dépassé la Kijun. Tant qu'on tient ce niveau, on peut envisager. En fait, le scénario ultime, ce serait de sortir par le haut de ce range. Et alors là, Ethereum file droit à ses records historiques. Et en fait, ça permettra aussi à BTC de dépasser les 25 000. Bon. Et là, c'est vrai qu'on se projette beaucoup sur mi-septembre. Avec le fameux merge. Dans l'immédiat, Ethereum dollar en données hebdomadaires a rejoint ce que j'estime être, vous le savez, une résistance majeure, la moyenne mobile à 30 semaines de M. Stanley Weinstein. Après avoir rebondi sur les 900 $, qui était la cible théorique de cette épaule tête-épaule, eh bien, nous revoilà au contact de la résistance. Alors, on n'a pas tout à fait testé les 2160 $. Par contre, le fait positif, c'est que le marché a réintégré les 1529 $, qui était l'ancien record historique. Je pense qu'on va tergiverser maintenant entre 1529 et les 2000-2100. On va tergiverser. D'ailleurs, cette tergiversation, si je peux m'exprimer, est bien cadrée par le bas par la moyenne mobile à 50 jours et par le haut par la moyenne mobile à 200 jours. On va faire un range dans ce bordel. Et puis, si tout va bien, on sort par le haut, le BTC dépasse 25, va à 33. Si tout va mal pour des raisons fondamentales, on sort par le bas et c'est Waterloo. Le BNB, c'est pareil. Il a fait son job. Le mec a bien bossé. Rebond dans le bas du range, objectif atteint, moyenne mobile à 30 semaines. Attention, résistance. RSI 50 en hebdo. Attention, résistance. En données journalières, je m'attends à un trading range entre MM200 déjà rejointe et MM50. Un trading range dans lequel on va faire de la neutralité avant de prendre la décision à la rentrée, en fonction des fondamentaux. Et même si on prend AVAX, c'est la même approche en données hebdomadaires. Alors déjà, on a fait une cible théorique. On a fait la cible théorique de l'épaule tête-épaule en données hebdo. Belle reprise. En données journalières, je m'attends aussi à quelque chose de très latéral entre MM50 et MM200. Je peux affiner en y appliquant le système Ishimoku. On reste en rebond. Premier support, c'est le niveau des 25-20 $. C'est un niveau d'achat. Si on revient à 25 $, pour viser les 40. L'invalidation, c'est en cas sur les 25. Bon. Voilà, chers amis. Je n'en dirai pas davantage pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, dans son format habituel, du mardi. Passez une bonne semaine, si vous êtes en vacances. Si vous en revenez, pas de stress, c'est encore une période light au niveau professionnel. Et puis, voilà. À mardi prochain. Merci de m'avoir écouté.